Personne n'est venu pour l'opération cardiaque de mon fils. Pas un seul visage familier dans cette salle d'attente dure et lumineuse. Quand l'horloge a sonné 6 heures, les portes se sont fermées derrière lui et je me suis assis parmi des étrangers agrippant des mains qui appartenaient à d'autres personnes. Les heures ont passé et toutes les autres familles sont sorties en souriant sauf la mienne. Mon siège est resté vide de confort. Mon téléphone ne s'est jamais allumé. Il a fallu 3 jours complets avant qu'un message apparaisse enfin. Il disait qu'elle avait besoin de 5 000 $ pour la robe de mariée de sa sœur. J'ai renvoyé 50 centimes avec un petit mot sur un voile. Le lendemain matin, la banque m'a appelé. C'est le moment où toute notre famille s'est effondrée au niveau des coutures. Avant d'entrer dans ce qui s'est passé ensuite, dites-moi d'où vous vous connectez, alors je sais que je ne suis pas le seul à avoir vécu quelque chose comme ça. Et une fois que tu auras tout entendu, dis-moi ce que tu aurais fait si tu avais été à ma place. J'ai été élevé pour disparaître à l'arrière-plan sans se plaindre. Chez nous, l'affection a fonctionné selon l'horaire de quelqu'un d'autre, jamais le mien. Quand j'obtenais les meilleures notes, ma mère disait de ne pas se montrer parce que ma sœur était la plus sensible. Quand j'ai réparé quelque chose de cassé dans la maison, mon père a agi comme s'il y avait pensé lui-même. J'ai vite compris que garder son calme coûtait moins cher que de se faire remarquer. Une fois, ma sœur a pleuré à cause d'un collier perdu et ma mère a retourné toute la maison à sa recherche. Quand j'ai perdu mon prix scientifique, elle m'a dit d'arrêter d'être si dramatique, que ce n'était qu'un objet. Après cela, j'ai cessé de demander de l'aide. Je restais utile à la place, m'occupant des tâches ménagères, couvrant les factures que mon père oubliait, rattrapant ma sœur chaque fois qu'elle s'effondrait pour quelque chose de mineur. Je suis devenue la fiable, celle dont personne ne s'inquiète, parce qu'elle a toujours l'air bien. Lorsque j'ai décroché mon premier emploi stable à l'hôpital, ma mère m'a appelé juste pour me rappeler à quel point j'avais de la chance de l'avoir, et peut-être pourrais-je aider ma sœur à démarrer son entreprise. Elle n'avait même pas encore fini l'école. J'ai quand même accepté, parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Puis est venu le discours qui a verrouillé le modèle en place. Mes parents étaient assis de l'autre côté de la table de ma cuisine, les mains jointes comme s'ils se préparaient à demander une faveur à Dieu. Ma mère a dit que ce serait plus facile pour tout le monde s'ils avaient accès à mes économies, juste au cas où quelque chose arriverait, car la famille veille sur la famille. J'ai hésité, mais mon père a ajouté que j'étais toujours aussi organisée et qu'il n'y toucherait jamais à moins que ce ne soit vraiment nécessaire. Ils sont partis avec ma signature sur les papiers, m'appelant leur fille responsable. Je me souviens encore du café qui refroidissait entre nous, du calme après la fermeture de la porte. C'est à cet instant que j'ai compris que je ne leur avais pas simplement donné accès, je leur avais donné la permission. Au fil du temps, leurs urgences sont devenues un lave-vaisselle cassé, une caution pour les vacances de ma sœur, de ma sœur, un financement pour une douche nuptiale. Chaque retrait est revenu avec un texte de remerciement qui ressemblait plus à un reçu qu'à de la gratitude. Jamais un coup de fil, jamais une visite, juste une appréciation habillée pour ressembler à de l'amour. Je suis resté silencieux pendant tout ça. Quand ma sœur s'est vantée de la confiance que notre mère avait en elle, j'ai souri. Quand mon père a dit aux gens que ses 2 fils s'épanouissaient, j'ai hoché la tête, même si je savais qu'une seule d'entre nous avait déjà eu une place réservée à cette table. La dernière fois que je les ai vus avant l'opération de Léo, c'était lors d'un dîner dominical. Ma sœur a parlé de son mariage, comment tout devait être impeccable. Ma mère s'est penchée, rayonnante, l'appelant l'événement de la saison. Personne n'a posé une seule question sur l'état de Léo. J'ai passé la purée de pommes de terre et j'ai fait comme si ça ne me dérangeait pas. Ça l'a fait. Ça l'a toujours fait. Ce soir-là, après leur départ, je me suis assis au comptoir pour passer en revue les documents de l'hôpital et les listes de contrôle préopératoire. Léo dormait sur le canapé, sa petite poitrine se soulevant régulièrement sous la couverture. Mon téléphone bourdonnait d'un message de groupe demandant à tout le monde de participer au paiement final de l'essayage de la robe de ma sœur le lendemain. J'ai regardé l'écran jusqu'à ce qu'il s'assombrisse et je n'ai pas répondu. J'ai juste ouvert mon dossier des rendez-vous de Léo et j'ai continué à cocher chaque case, chaque formulaire, chaque instruction, parce que c'est ce que je fais. Je me présente, même quand personne d'autre ne le fait. 3 jours après l'opération de Léo, notre maison était insupportablement immobile. Le bourdonnement du purificateur d'air, le tic-tac de l'horloge, tout semblait plus fort que d'habitude. Léo dormait sur le canapé, enveloppé dans une couverture qui dégageait encore l'odeur de l'hôpital. Sa respiration était prudente, mesurée, fragile. J'ai fait de la soupe et j'ai tout gardé tranquille, de peur de troubler le peu de paix qu'il nous restait. Mon téléphone était couché face cachée sur le comptoir, silencieux. Pas d'appel, pas de SMS. Personne n'était venu, même s'ils avaient connu la date et promis d'y être.
Quand la minuterie s'est éteinte, j'ai éteint le poêle, et c'est à ce moment-là que le téléphone a sonné 3 fois. Pendant 1 seconde, j'ai pensé que c'était peut-être quelqu'un qui s'enregistrait. Je me suis essuyé les mains et les ramassé. C'était ma mère, demandant 5 000 $ pour la robe de mariée de ma sœur, disant que tout le monde contribuait vendredi. La vapeur a embué mes lunettes pendant que je le relisais, plus lentement, comme si les mots pouvaient se réorganiser en quelque chose d'autre. Ils ne l'ont pas fait. Aucune mention de Léo. Aucune question sur la façon dont je tenais le coup. Juste un chiffre et une date limite. Je me tenais là avec la cuillère toujours à la main pendant que la soupe refroidissait. Dans la pièce voisine, Léo toussa dans son sommeil. Je n'ai pas répondu et je n'ai pas jeté le téléphone non plus. Je l'ai juste posé et j'ai regardé l'écran passer au noir, mon reflet à peine visible là où mon visage aurait dû être. Plus tard, j'ai fait défiler d'anciens messages, à la recherche de preuves qu'il s'était vraiment soucié d'eux. Il n'y avait pas grand-chose là-bas, principalement de la logistique, des détails sur le lieu, des photos de ma sœur en blanc. Pendant des années, je m'étais convaincu que leur silence n'était pas un rejet, juste un bruit de fond, qu'être négligé était plus sûr que d'être ressentiment. Mais debout dans cette cuisine, la vérité s'est finalement installée dans ma poitrine, froide et certaine. Ils n'avaient pas oublié. Ils avaient simplement décidé de ne pas s'en souvenir. J'ai versé la soupe dans un bol, l'ai posée sur le comptoir et éteint les lumières. La maison est devenue sombre à l'exception de la douce lueur de la chambre de Léo. Je savais alors que tout ce que je dirais ensuite mettrait fin à ce cycle pour de bon. Je n'ai jamais répondu au message de ma mère. J'ai juste regardé la lueur s'estomper jusqu'à ce que l'écran devienne noir, puis j'ai retourné le téléphone, comme pour l'enterrer. Léo a dormi paisiblement cette nuit-là pour la première fois depuis son opération. Le calme n'était pas vraiment réconfortant, c'était de l'espace, assez large pour que je puisse enfin penser sans interruption. Je me suis assis au comptoir sous une seule lampe, la lumière se répandant sur les reçus de Bill et les papiers de décharge de Léo, tout ce que j'avais organisé parce que personne d'autre ne s'en était jamais soucié. J'ai lancé mon application bancaire. Le solde me revenait en clignant des yeux, le même fonds d'urgence que j'avais constitué au fil des années d'heures supplémentaires, d'emplois secondaires et de voyages annulés, le même fonds auquel mes parents avaient accès pour les urgences. Ce mot avait signifié quelque chose de différent pour eux. Un lave-vaisselle cassé était une urgence. Un dépôt pour le dîner de répétition était une urgence. L'opération à cœur ouvert de mon fils n'a même pas été mentionnée. J'ai fait défiler les transferts passés, chacun un enregistrement silencieux de ma conformité. 200 ici, 500 là, 1000 ailleurs. De petits morceaux de moi-même remis au nom de l'obligation familiale. J'ai ouvert l'écran de transfert et tapé 50-100, puis j'ai ajouté une note qui disait « pour un voile » et j'ai appuyé sur « envoyer ». La confirmation sonna doucement, comme une petite cloche. J'ai expiré et éteint le téléphone. Il n'y avait pas encore de satisfaction, seulement de l'immobilité. Le lendemain matin, la cuisine sentait le pain grillé et le café. Léo s'est assis à la table en dessinant des fusées au dos d'une enveloppe et a demandé si nous pouvions rendre visite à grand-mère une fois qu'il se sentirait mieux. Je lui ai dit pas tout de suite qu'ils étaient occupés avec les préparatifs du mariage. Il a accepté cela plus facilement que je ne l'ai jamais fait. Une fois qu'il était parti pour son rendez-vous de suivi, j'ai ouvert mon ordinateur portable, l'écran brillait d'un bleu pâle. Je me suis connecté et je suis allé directement aux paramètres du compte. J'ai retiré les 2 parents en tant qu'utilisateurs autorisés, un clic à la fois, chaque confirmation atterrissant comme une page arrachée proprement d'un classeur. J'ai changé mon mot de passe, activé la vérification en 2 étapes et enregistré l'email de confirmation dans un dossier intitulé « Déclaration ». L'imprimante bourdonnait alors qu'elle produisait une copie papier que j'ai pliée et placée dans un nouveau dossier marqué « Accès supprimé ». Un nouveau chapitre, classé et scellé. En début d'après-midi, les seuls bruits dans la maison étaient le cliquetis de mon clavier, le bourdonnement du réfrigérateur, le bourdonnement de l'imprimante de temps en temps. Pas de musique, pas de voix, juste le travail tranquille de reconstruction de quelque chose. À 2 heures à peine, la sonnette a sonné, un coup que j'ai reconnu instantanément, fort et impatient. C'était mon frère. Quand j'ai ouvert la porte, ses mains étaient coincées dans les poches de sa veste, ses yeux évitant les miens. Il a dit que notre mère était bouleversée, que j'avais gelé son compte. Je lui ai dit calmement que c'était mon compte. Il a fait valoir qu'elle considérait cela comme de l'argent familial. Je lui ai rappelé que chaque dollar qu'il contenait provenait de mes propres chèques de paie. Il a dit que j'avais promis d'aider en cas d'urgence. J'ai laissé cela reposer un instant avant de lui dire que l'opération de Léo était une urgence et qu'aucun d'entre eux ne s'était présenté. Cette promesse avait expiré. La culpabilité brillait sur son visage alors qu'il disait que j'aurais pu leur dire à quel point c'était grave. Je l'ai regardé dans les yeux
et j'ai dit que oui. Il n'avait tout simplement pas voulu l'entendre. Pendant un moment, les vieilles habitudes m'ont poussé à aplanir les choses, à le rendre plus à l'aise. Je n'y ai pas cédé. Il soupira et mentionna que notre mère avait dit que je lui avais envoyé 50 centimes. Je l'ai confirmé. Il a demandé pourquoi. Je lui ai dit que c'était exactement ce que valait son inquiétude. Il ne s'est pas disputé. Il m'a juste regardé comme tu regardais quelqu'un que tu connaissais, puis il est parti. Lorsque la porte s'est refermée, je me suis appuyé contre elle et j'ai respiré. Mon pouls est resté stable, mes mains n'ont pas tremblé. Pour la première fois, mon silence n'avait pas envie d'abandonner. C'était comme une structure. Ce soir, là, je me suis assis avec Léo pendant qu'il dessinait d'autres fusées, la télévision en sourdine projetant une douce lueur à travers la pièce, la lumière dorée du coucher du soleil remplissant l'espace. Mon téléphone n'arrêtait pas de bourdonner d'appels de numéros inconnus, l'un après l'autre. Je les ai ignorés et j'ai ouvert mon email à la place. Il y avait un message de la banque confirmant que toutes les autorisations de compte précédentes avaient été révoquées. Je l'ai lu 3 fois, non pas par doute, mais parce que je voulais conserver ce sentiment exact, le moment calme où le contrôle m'est finalement revenu. Je l'ai imprimé, glissé dans le dossier et étiqueté « Preuve ». Après le dîner, j'ai mis Léo au lit. Il s'éloigna au milieu de la phrase, sa petite main enroulée autour de la mienne. J'ai regardé sa poitrine monter et descendre, sa cicatrice attraper la lumière de la lampe. Preuve de tout ce qu'il avait enduré. Preuve de ce qui importait suffisamment pour protéger. Dans la cuisine, j'ai versé un verre d'eau et j'ai regardé par la fenêtre les lumières silences qui s'allumentaient dans d'autres maisons, des familles se rassemblant, existant sans moi. Pour une fois, ça n'a pas fait de mal, car cette fois je n'avais pas été laissé de côté. J'avais choisi de m'éloigner. Avant de me coucher, j'ai regardé une dernière fois mon dossier. La pile bien rangée de confirmations et de signatures. Pas une preuve de vengeance, mais de correction. J'ai fermé l'ordinateur portable, éteint la lumière et laissé le silence s'installer. Cette fois, c'était à moi. Le lendemain matin a commencé comme tous les autres, une lumière grise à travers les stores, le bourdonnement silencieux du réfrigérateur, Léo toujours endormi. J'ai versé du café et j'ai regardé la vapeur monter pendant que la maison retenait son souffle. Mon téléphone a sonné 1 fois, 2 fois, puis s'est arrêté, puis a sonné à nouveau. J'ai répondu à un numéro inconnu et j'ai entendu un homme se présenter comme un représentant de la banque, son ton poli et mesuré. Il a dit que ma mère était dans son bureau, ayant du mal à accéder à un compte que nous aurions soi-disant partagé. J'ai regardé fixement une fissure le long de la plainte et lui ai dit qu'il n'y avait pas de compte partagé, qu'elle n'était qu'une utilisatrice autorisée et que l'accès avait été révoqué. Il a dit qu'elle insistait sur le fait qu'il s'agissait d'un fonds familial et non personnel. J'ai expliqué qu'il s'agissait de mes économies, entièrement constituées de mes propres chèques de paie, et qu'il n'y avait rien à discuter. En arrière-plan, je pouvais entendre sa voix s'élever, aiguë et désespérée, insistant sur le fait qu'il ne pouvait pas simplement lui prendre son argent. Il m'a demandé si je voulais qu'il lui explique la politique. J'ai dit oui et lui ai demandé de noter l'heure de l'appel pour les dossiers. Il fit une pause comme s'il réalisait qu'il se passait quelque chose de plus grand, puis accepta. La ligne s'est calmée, puis a cliqué. J'ai posé le téléphone. L'horloge murale tournait régulièrement, sonnant presque comme des applaudissements dans une pièce vide. 1 heure plus tard, quelqu'un a frappé à la porte. Je n'ai pas bougé au début. Les coups ont continué, suivis d'une voix familière criant à travers le bois, celle de ma sœur, disant que je ne pouvais pas faire ça, que notre mère était en larmes. J'ai ouvert la porte juste assez pour qu'elle m'entende et lui ai dit qu'elle avait sauté l'opération de son neveu pour des dégustations de gâteaux. Alors elle n'a pas pu me faire la morale sur les larmes. Elle a dit que ce n'était pas juste. J'ai convenu que ce n'était pas le cas. Elle a poussé en avant, mais la chaîne a tenu. Elle m'a accusé de penser que geler le compte de notre mère arrangeait quoi que ce soit, de l'humilier. Je lui ai dit que notre mère s'était humiliée et que tout ce que j'avais fait était de me déconnecter. Aucun de nous n'a parlé un instant. Ses yeux passèrent devant moi vers les dossiers sur la table, soigneusement étiquetés à l'encre bleue, preuve de quelqu'un qui avait cessé de demander la permission. Elle a chuchoté que je détruisais la famille. Je lui ai dit, ferme, que je ne le finançais tout simplement plus. Elle est partie sans claquer la porte et d'une manière ou d'une autre, ce silence était plus fort que si elle l'avait fait. À midi, les appels ont ralenti et à 2 heures, ils se sont complètement arrêtés. Je me suis assis avec le calme, sirotant un café devenu froid, la tasse lourde dans mes mains. Dehors, le monde n'arrêtait pas de bouger, les feux de circulation changeaient, les gens traversaient des rues. Aucun d'eux ne savait qu'une bataille tranquille venait de se terminer dans ma cuisine. Ce soir, là, un autre courriel est arrivé de la banque confirmant que la vérification du compte était terminée et que tous les accès extérieurs avaient été définitivement fermés. J'ai imprimé la confirmation,
le son de l'imprimante doux et définitif. Léo s'est traîné dans la cuisine, les cheveux en désordre, le pyjama froissé, demandant si nous pouvions faire des crêpes le lendemain. J'ai lissé ses cheveux et lui ai dit « bien sûr ». Il sourit et retourna se coucher. La maison redevint silencieuse, mais cette fois le silence n'était pas creux. C'était mérité. J'ai glissé la confirmation imprimée dans le dossier marqué « preuve » et l'ai enfermée dans un tiroir. Une petite cérémonie tacite, mais complète. Dehors, la dernière lumière s'est estompée, projetant de fines ombres sur la table où mon téléphone bourdonnait sans cesse. Maintenant, il est resté là, immobile. J'ai fermé les yeux et je ne me suis rien laissé entendre, le genre de rien qui signifiait que tout était enfin réglé. 2 mois se sont écoulés, la vie a retrouvé son rythme, les matins d'école, les courses à l'épicerie, les petites discussions avec des voisins qui n'avaient aucune idée de ce que la tempête avait traversé. Léo a guéri plus vite que prévu, sa cicatrice passant du rouge à une ligne rose pâle qu'il aimait montrer chaque fois qu'il soulevait sa chemise. Nos journées passaient plus lentement maintenant. Les matins sentèrent les crêpes et le café au lieu de l'antiseptique et de l'inquiétude. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone pour les messages qui ne sont jamais venus. Le silence qui avait l'habitude de se sentir cru s'était adouci en quelque chose de plus proche de la paix. Un soir, près du crépuscule, la sonnette a sonné. Il y avait une enveloppe sur le paillasson, pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit de la main de mon père. À l'intérieur se trouvait un chèque de 5 000 $ et une lettre pliée une fois. Il a dit qu'ils avaient eu tort, que le mariage n'avait pas été une urgence, mais que l'opération de Léo l'avait été, et qu'ils avaient mal choisi et nous avaient blessés tous les deux. Le chèque n'était pas destiné à être encaissé, il était destiné à me rappeler la valeur qu'ils avaient oubliée. Il a l'écrit dès qu'il ne s'attendait pas à un pardon, il voulait seulement que je sache qu'il comprenait enfin. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai posé le chèque sur le comptoir à côté de la bouilloire réfrigérante, le papier s'agitant faiblement dans la brise de la fenêtre, ouverte comme un souffle. Léo capitonna dans la cuisine pieds nus, serrant sa couverture préférée, et demanda de qui elle venait. Je lui ai dit que ça venait de son grand-père, qui lui avait écrit pour s'excuser. Léo a demandé si cela signifiait que nous devions aller les voir. Je lui ai dit que non, que cela signifiait simplement qu'ils apprenaient, et que nous n'avions pas à ouvrir cette porte tant que nous n'étions pas prêts. Satisfait, il se dirigea vers le salon. Le soleil tomba bas, remplissant l'appartement d'une douce lumière dorée. J'ai plié la lettre et l'ai glissée derrière la confirmation bancaire dans mon dossier, preuve de 2 choses, ce qui avait été pris et ce qui était finalement à moi à nouveau. Dans le reflet de la fenêtre, je pouvais nous voir tous les deux, côte à côte, stables et entiers. Je n'ai jamais encaissé le chèque. Je laisse le silence le garder à la place. La famille n'est pas une dette que vous êtes obligé de continuer à payer. C'est un choix que vous pouvez continuer à faire ou enfin abandonner. J'avais l'habitude de croire que la paix signifiait réparer tout ce qui était brisé entre nous. Maintenant, je comprends que la paix est ce qui reste une fois que vous arrêtez de vous expliquer. Et ces jours-ci, le silence sonne, enfin comme à la maison. Si cette histoire vous semblait familière, restez dans les parages pour la suivante. Certaines blessures n'appellent pas à la vengeance, seulement à la libération. Dites-moi d'où vous regardez et à quoi ressemble la paix dans votre propre vie, car quelque part là-bas, quelqu'un d'autre pourrait apprendre que le silence peut être la réponse la plus bruyante de toutes.